Le château de Roger, construit au XIVe siècle à quelques kilomètres de Villeneuve-sur-Lot, avait pour mission de percevoir un péage, une taxe dont devaient s'acquitter tous les navires de marchandises. Le caractère imposant de la bâtisse dit l'importance du trafic commercial qu'a connu durant des siècles cette rivière. Au programme, aujourd'hui, une balade aquatique, historique et poétique. Une partie de pêche dans les belles lumières du petit matin. Puis nous irons à la découverte de la seule école en France où l'on réapprend à travailler la terre avec un âne avant de terminer dans l'un des plus beaux villages de Nouvelle-Aquitaine, Pennes d'Agenais, cap sur le Lot-et-Garonne, au fil de l'eau. Des cours d'eau et des beaux villages. Le Lot-et-Garonne est l'un des départements français les mieux dotés en voies navigables. C'est aussi celui qui comporte le plus de bastides créées au Moyen-Âge. Voici Villeneuve-sur-Lot, fondée au XIIIe siècle. L'église Sainte-Catherine et son fameux clocher de briques rouges est tel un phare qui domine la rivière. En remontant le fil de l'eau sur la péniche de Jean-Pierre, Éric commence un voyage dans le temps. C'est un autre regard qu'on a depuis la rivière sur Villeneuve-sur-Lot. On découvre des choses qu'on ne voit pas lorsqu'on est dans la ville. Oui, et là on est en train de passer le vieux pont. Alors il faut savoir que c'est le premier pont qui a été construit sur le Lot. Ah ouais. Sur les 300 km de rivière entre Entrailles, sur Truyère et Aiguillon, c'est le premier pont. Ce que je découvre, c'est le nombre de maisons qui sont vraiment au bord du Lot, qui ont une vue sur la rivière. Mais c'est vrai qu'avant, en fait, Villeneuve-sur-Lot, c'était le point de passage, et puis c'est surtout tous les métiers qu'il y avait autour de l'eau, autour de la rivière, les tanneries, les moulins, les papeteries, tout ce qu'il y avait autour de l'eau. Donc c'est vrai que c'est très important, c'est une façade qui aujourd'hui est magnifique. Il y en a beaucoup des écluses sur le Lot? Alors il y en a eu beaucoup. Autrefois, le Lot était une rivière assez pentue, donc il y en avait à peu près tous les 4-5 km. Et maintenant, il y en a moins, mais il y en a encore quelques-unes qui ont été raménagées dans les années 2000, voilà, pour le renouveau de la navigation. Sachant que l'aventure des écluses et des barrages, ça a commencé vers le XIIe siècle. Si tôt? Ouais. Et à cette époque, il n'y avait pas encore des écluses, c'était des paissières ou des passelis, comme on dit. Donc des espèces d'aiguilles qu'on enlevait, qui permettaient aux bateaux de passer par-dessus le barrage à ses risques et périls un petit peu. Mais c'est énorme, il y a combien de dénivelés là à passer? 12 ou 15 mètres, je ne sais plus Ah exactement. oui. Ouais. C'est une manœuvre toujours délicate, passer l'écluse? Ah, c'est impressionnant. C'est l'aventure. La spectaculaire écluse de Vierbeau a été construite en 2002 pour franchir le barrage hydroélectrique. Il faut pour cela pénétrer dans un sas fermé par une colossale porte-guillotine. En quelques minutes seulement, l'ascenseur aquatique permet au bateau de changer de niveau. Faut pas être claustrophobe dans ce genre d'écluse. C'est impressionnant là, cette porte qui se ferme. Hein. C'est la guillotine. C'est vrai qu'on se sent petit. Jean-Pierre est un drôle d'oiseau, ou plus exactement, un drôle de poisson. Depuis 10 ans, il propose des balades et des conférences contées dans lesquelles il raconte la rivière et fait découvrir d'étranges créatures sorties de son imagination. Jean-Pierre, tu te définis comme un créaturologue. Qu'est-ce que c'est?
Alors en fait, c'est un long parcours. Pour devenir créaturologue, ça se fait pas en un jour. Et je dirais que ça a commencé quand j'étais gosse, quand j'étais enfant. La première fois que j'ai vu un triton dans une flaque d'eau, avec un ventre couleur de feu, un dos bleu, une crête, des petits points sur les côtés. Pour moi, c'était une révélation. Si on pouvait trouver ça dans une flaque, dans les rivières, dans l'eau, dans les lacs, il devait y avoir des trucs extraordinaires. Ah ouais. Alors j'ai commencé par les mares quand j'étais gosse, j'ai récupéré des têtards, j'ai fait des élevages, j'ai incarcéré pas mal de bestioles dans ma chambre. Et puis pour en savoir plus, j'ai fait des études d'hydrobiologie. C'est ça que je me suis rendu compte que l'eau, en fait, c'était quelque chose qui catalysait l'imaginaire, qui inspirait. En tout cas, moi, qui m'a inspiré beaucoup. Et donc, tu t'es mis à imaginer des créatures Ouais. Par exemple, là, autour de nous, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir sous l'eau? Il y a les ondines, ça c'est assez classique. Alors moi, ce que j'aime bien aussi, c'est les nondines, qu'on trouve pas mal au bord du Lot. En fait, c'est un peu comme l'ondine, un peu comme la sirène qui chante terriblement bien, qui est belle. Par contre, la nondine, par exemple, c'est des morts noyés en état de péché mortel. Waouh. Et qui sont obligés de manger de la chair humaine pour pas finir en enfer. Ah oui, c'est nettement plus effrayant. Donc, mais ça, je sais que c'est passé sous silence dans la région. Et je sais pas si c'est bien que j'en parle maintenant, mais bon, tant pis. Avec 485 km depuis sa source en Lozère jusqu'au fleuve Garonne, le Lot est la deuxième plus longue rivière de France. Jusqu'à l'avènement du chemin de fer au XIXe siècle, elle fut l'une des plus grandes voies navigables du pays. Cette rivière permettait d'acheminer les marchandises produites dans les 5 départements qu'elle traverse jusqu'au port de Bordeaux. Les nombreuses tours de péage témoignent de cette intense activité économique. Que cet endroit est beau et majestueux, impressionnant. Où est-ce qu'on se trouve? Là, nous sommes à Lustrac, le complexe château, moulin et écluse de Lustrac. C'est un patrimoine qui raconte bien quand même l'importance de cette rivière pour ce département. Oui, pour ce département, puis pour toute la vallée en fait, puisqu'on a à la fois le moulin qui servait à faire de la farine, le château qui servait de maison paysagère, et l'écluse qui servait donc pour la communication, le transport des marchandises. C'est un endroit que j'aime beaucoup sur la vallée. Qui n'est pas connu en fait. Non, c'est bien comme ça reste... Ça te plaît ça, d'avoir des petits joyaux? Ça reste un peu sauvage et voilà. Il n'y a pas de complexe touristique et ça reste sauvage, c'est très bien comme ça. Bon, où est-ce que tu m'emmènes maintenant? Eh bien maintenant, je te propose d'aller chez moi. Et comme c'est pas loin, on va y aller en bateau. Ah bah super, allez. Alors cette maison, avec les volets bleus, ça fait combien de temps en fait que vous habitez ici? Un peu plus de 15 ans. Alors c'était quoi cette maison? En fait, c'est la maison éclusière. Une maison éclusière, puisqu'en bas, nous avons juste l'écluse. T'as besoin de voir tous les jours la rivière? Oui, j'ai besoin. Le matin, en me levant, la première chose que je fais, c'est de regarder le Lot. Dès que je peux, je vais y nager dedans, en fait. C'est là qu'on y est le mieux. C'est là qu'on a le plus de contact avec l'eau, c'est quand on y est dedans, en fait. Voilà. Mais ceci dit, il y a plein d'autres façons de la voir, cette eau, et de se l'approprier, de se l'imaginer. C'est aussi la pêche. Très vite, j'ai découvert la pêche au filet. Et plus particulièrement, la pêche à l'épervier. Qu'est-ce que c'est? Alors la pêche à l'épervier, c'est un filet en cloche plombé tout le tour qu'on jette. Et dès que j'ai vu cette pêche, j'en suis tombé amoureux. Donc j'ai demandé qu'on m'apprenne, on m'a appris, on m'a fait un épervier. C'est un peu comme à la pêche à la mouche. Il y a un côté technique et aussi un côté esthétique, je dirais. Esthétique et puis surtout, on ne sait pas ce qu'on va capturer. On lance et puis on ne sait pas. Je voulais te remercier, Jean-Pierre, parce que tu m'as fait découvrir ce lot d'une façon différente et maintenant je sais ce que tu récupères dans ton épervier. Ce ne sont pas des poissons, ce sont de jolies créatures. Les cours d'eau ont été très importants dans l'histoire du Lot-et-Garonne, connu pour ses terres fertiles et son climat propice à l'agriculture. Ce sont eux qui ont permis l'exportation des légumes et des fruits comme le célèbre pruneau d'Agen. Après-guerre, l'agriculture s'est modernisée, faisant appel à des engins de plus en plus sophistiqués.
Pourtant, depuis quelques années, certains pensent que l'avenir pourrait bien reposer sur des méthodes très anciennes. Salut Pascal. Bonjour Eric. On se croirait dans une ferme, mais en fait on est dans une école. Laquelle? Ah, on est à l'École nationale des ânes maraîchers, l'ENAM. Ici, c'est pour apprendre à utiliser l'âne comme outil de travail. Et il y a beaucoup d'écoles comme ça en France? Ah non, c'est la seule école. C'est la seule école qui est portée par la filière équine. Et là, je te présente ton professeur, Béroy de Juvéloc, qui est un âne des Pyrénées, qui est le professeur de l'école. Ah, t'as vu, dès le début, si c'est bon, il me suit. Question du débutant, comment ça se démarre un âne? Alors, tu vas voir, tout va bien se passer, je vais t'aider. Déjà, tu commences par prendre possession de tes guides. Oui. Et donc, on va à droite, à gauche. Je te le démarre et je t'explique au fur et à mesure. Allez, on l'appelle toujours par son prénom, Béroy. Béroy, marche. Marchez. Ah oui, Voilà, je le super. trouve Voilà, doucement dans tes mains. Et regarde le pas. Ah traîneau. oui, oh là, je vais pas dans la bonne direction. À gauche. On a le temps d'aller à gauche. Reste sur ta droite. Ah ouais. Voilà. Ah oui, c'est un peu comme un ballon. Allez, on va tricher un peu pour la première fois. Merci. Hop, super. Hop. Oh là, je touche. Allez. Ah, je touche, gauche, gauche. C'est un véritable... Oh, c'est un véritable savoir-faire. Ah oui. Quel est l'intérêt pour un agriculteur d'utiliser un âne? C'est un outil de travail qu'on va pouvoir optimiser sur les surfaces agricoles. Il est léger, donc il n'y a pas de tassement de sol. Il marche comme les mannequins ou sur une planche, en quinconce comme ça. Donc on va pouvoir optimiser les rangs. C'est-à-dire, plus on va cirer les rangs de légumes, mais plus on va en mettre. Donc ça va être plus rentable. Il n'est pas cher, il ne pollue pas. Tu ne te casses pas le dos, parce que sur un tracteur, tu es tout le temps en train de te casser, de te retourner. Mais Donc, à t'entendre, il n'y a que des intérêts. Pourquoi on l'avait abandonné alors? Eh bien, parce qu'il a fallu rentabiliser. On a été sur les grandes surfaces. Il a fallu nourrir le monde. Et il faudra toujours nourrir le monde. C'est pour ça que le tracteur a quand même son utilité. Mais le retour de l'âne, le circuit court, la proximité, le bien-être de la personne, de l'environnement et tout ça, permet à l'âne de s'insérer au jour d'aujourd'hui. L'idée, c'est quand même d'avoir les bonnes pratiques ancestrales avec les outils modernes. Regarde, là, on a un porte-outil Vitimeka. Regarde, tac, on décroche et on va pouvoir aller accrocher d'autres outils en 2 minutes. C'est fait. Tu n'as pas besoin d'avoir clé de 13, clé de 17, tu as tout moderne. Tu peux mettre aussi des disques, pareil, tu vas défaire. Alors, ça veut dire que ça, ce sont des outils anciens, mais qui ont été adaptés. Ah, tout à fait. C'est des outils innovants, sauf qu'on a allégé les outils, on a remodernisé les outils pour pouvoir les remettre au goût du jour, quoi. 3 stagiaires lors de la création de l'école en 2013, plus de 50 chaque année aujourd'hui. La formation connaît un succès fulgurant. Mais la démarche n'est pas nostalgique, bien au contraire. La modernité a toute sa place ici. Ça te rend heureux, visiblement. Oui, ah bah oui, parce que j'ai quand même la chance de faire un super métier, de transmettre des bonnes valeurs et travailler avec des gens formidables. Parce que ceux qui veulent travailler en traction animale, ils ont une bonne philosophie de vie, quoi. Je suis heureux de le faire parce que c'est un super métier au quotidien. Je me lève le matin, je sais pourquoi je vais travailler et je suis heureux de le transmettre parce que c'est intéressant de mettre des gens qui sont demain, sont nos porte-parole, quoi. Mon âne s'est barré. Voilà, bon, Béroy, il rentre à l'écurie. Retour sur la rivière, dans les lumières du petit matin. Éric embarque avec Robin, moniteur guide de pêche, avec l'espoir de vaincre ce qu'il appelle la malédiction de la partie de pêche. Salut Robin. Salut. Bon, je te préviens, tu as le plus mauvais élève pêcheur. Pour tous les tournages que j'ai fait pour Cap Sud-Ouest, en mer, en rivière, j'ai jamais attrapé un poisson. On va essayer de faire au mieux. Je te lance le défi. Allez, je monte. Allez, vas-y. Hop là. Bon, il est très tôt, c'est normal, c'est mieux le matin pour partir à la pêche. Il vaut mieux en été. Il vaut mieux l'eau est chaude, il y a peu d'oxygène dans l'eau, les poissons ils s'activent à la fraîche le matin normalement, donc on va faire au mieux pour dès le départ bien commencer cette journée.
On est en train de quitter Villeneuve-sur-Lot et tout de suite, on se retrouve dans un environnement qui est assez sauvage. En Ouais, fait. les berges sont assez préservées, on a une belle végétation en bordure. D'ailleurs, c'est ce qui fait aussi la richesse de la rivière, c'est qu'il y a des cages pour les poissons, que ce soit sous l'eau, les racines, les arbres morts, ou que ce soit en dessus de l'eau, ce qui fait de l'ombre pour les poissons. Voilà, ils vont en profiter pour se réfugier là-dessous quand il y a beaucoup de soleil, comme ces derniers temps. Bon, moi, je m'arrête là parce que franchement, Oui. là, il y a du poisson à faire. Là, il y a vraiment du poisson. Super. Alors, On attaque. allez. On va se mettre par là. Moi, je vais pêcher à droite, toi à gauche. Ouais. Tu vas pêcher devant, mais tu as toutes les chances de prendre un poisson là. Relativement facilement. Donc, je vais te mettre une petite canne, je vais te passer une petite canne légère, donc pour avoir de bonnes sensations, même sur des petits poissons. Hein. C'est très simple. Tu vas jeter, donc à ta manière. Tu as déjà un petit peu d'expérience, tu m'as dit. Oui, Assez d'expérience de ratage, mais Voilà. j'en ai, ouais. Tu lances bien déjà. Donc, voilà. Donc, tu vas baisser ta canne une fois que tu auras jeté ton poisson nageur, et puis tu vas récupérer à vitesse régulière. Ni trop vite, ni trop lentement. Voilà. Et s'il y a des perches en chasse aux abords de ces zones, normalement, ça devrait les intéresser. Ok, parfait. Ok. Voilà. Alors attends Vers- que je vers me la gauche, souvienne là. de mes bases. Je le tiens, je l'ai. Oh là, faut pas que je le rate. Attention, premier lancé. Impeccable. Les Et poissons, après ils ont des personnalités en fonction, que ce soit justement un black bass ou une perche. Voilà, il y en a qui vont être un peu feignants, qui vont chasser, on va dire, sur des courtes distances, et il y en a qui vont être vraiment de vrais sprinteurs. Le brochet, la perche est capable de faire 5 ou 10 mètres à suivre un leurre pour venir l'attaquer et saisir sa proie. Enfin, voilà, la machine est lancée, c'est parti. Tu as fait de ta passion ton métier. C'est Ouais. pas mal ça quand même dans la Ouais, vie. c'est pas mal, hein. Je pense que je suis assez chanceux. Donc là, juste là. T'en as. Petite perche, je pense, ou petit black bass. Waouh. Ouais, c'est des petits poissons, mais c'est rigolo. C'est une petite perche. Voilà. Et voilà, et on les abîme absolument pas. Elles sont en pleine forme, la preuve, elle est repartie très très vite. Je t'ai vu remettre le poisson immédiatement à l'eau. C'est ce qu'on appelle le no-kill. Oui, tout à fait. Vous ne tuez pas. On ne tue pas, on relâche le poisson dans les meilleures conditions possibles. Voilà. On essaie d'écourter un maximum le temps du poisson en dehors de l'eau. Voilà. C'est-à-dire que pour toi, le plaisir de la pêche, c'est la prise. Voilà, c'est de réussir à leurrer le poisson, à le tromper. Voilà. J'imagine que tu pêches dans plein d'endroits différents, mais le Lot, c'est quelque chose de particulier pour toi? Oui, c'est une belle rivière avec une belle végétation comme tu as pu voir, plein de lumières différentes au gré des saisons et de la journée même, tout simplement. Tu as vu tout à l'heure, entre le début et maintenant, on n'a pas la même luminosité. Voilà, Il y a un moment, on a l'impression d'un peu presque de faire corps avec son environnement, quoi. Pêcher, ça demande beaucoup de sensibilité, en fait. Voilà, ça demande pas mal d'observation, ça demande de la connaissance des espèces et de leur comportement. Et voilà, après, c'est accessible à n'importe qui. Il n'y a pas de moment pour débuter, il n'y a pas de niveau pour aller à la pêche, peu importe. L'essentiel, c'est qu'on y prenne du plaisir. J'ai besoin d'aller à la pêche constamment, ouais, parce que j'en ai fortement envie, tout simplement, quoi. C'est une passion parfois dévorante, quoi. Je voulais te remercier beaucoup, Robin, et puis te Avec grand féliciter, parce qu'on va vous dire un petit secret. En fait, la malédiction de la partie de pêche a été vaincue. C'est-à-dire, j'ai réussi à attraper un poisson grâce à Robin, mais les caméras ne tournaient pas. Mais on a la preuve, parce qu'on a fait une photo. C'était quoi comme poisson? Un chevenne, un joli chevenne. Ouais. C'est ton premier dans les émissions, Premier, c'est ça? exactement. Merci, Robin. Avec plaisir. Allez, je vais retenter ma chance. Merci à toi. Avec ses méandres, la rivière Lot évoque parfois la forme d'un collier, dont les pierres précieuses seraient les villages qu'elle traverse. Pendagenet est sans conteste l'un de ses plus beaux joyaux. Le village, qui fut un important port fluvial, a la particularité de s'être développé sur les hauteurs. Nous sommes, je crois, Maria, dans une rue importante pour ce village. C'est la rue principale et nous allons actuellement vers la porte de Fer à Cap. Triste porte. Pourquoi? Fer à Cap, fer sur la tête. La porte qu'empruntaient les condamnés pour aller sur le gibet. Alors c'est un village qui a beaucoup de caractère, hein, ça se voit, là. Dès qu'on tourne la tête, on est touché par ce que l'on voit. Et ce village, il en a traversé pourtant des Oula. épisodes douloureux de l'histoire de France, d'ailleurs. Ah oui, tout à fait. Alors, il faut remonter aux grandes invasions.
L'insécurité régnait dans les vallées. Les gens se sont réfugiés sur ces hauteurs et ont construit ce qu'on appelle un castrum, un genre de petite forteresse entourée de palissades où on pouvait se mettre à l'abri. Mais c'est à l'époque d'Aliénor d'Aquitaine et surtout de l'époque de son fils, Richard Cœur de Lion, qui a trouvé que ce site était exceptionnel pour en faire une place forte. Et c'est pendant la guerre de Cent Ans qu'on a entouré tout le village de fortifications. Je suis assez surpris par les matériaux utilisés, parce qu'il y a un mélange de bois, bon, ça c'est le Moyen-Âge, il y a de la pierre, mais il y a aussi cette brique rouge que j'imagine plus, moi, du côté de Toulouse. À peine, les soubassements des maisons sont essentiellement pierre. Ensuite, on a utilisé, comme partout, les pans de bois, comme nous avons, c'est une des plus vieilles maisons. Là, il n'y en a pas beaucoup, parce que beaucoup ont brûlé. Et on a reconstruit avec ce mélange de pierre et de briques. C'est beau, Pen, quand même. Ah ben oui, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Pen d'Agenais est aujourd'hui un village attachant. Mais il aurait pu en être tout autrement. Car il y a 40 ans, Pen, victime de l'exode rural, était en péril. Un petit groupe de passionnés lança une opération de sauvetage. Le village fut d'ailleurs le premier en France à expérimenter l'enfouissement des câbles électriques. Alors, c'était comment à l'époque? Parce Alors, qu'aujourd'hui, on se dit c'est beau, on n'imagine peut-être pas dans quel oui, état c'était. Le cœur du village était abandonné, donc c'était des ruines, des ronces, et beaucoup de gens préféraient construire neuf à l'extérieur que de venir s'installer dans des petites maisons assez insalubres. Alors, retrouver les maisons d'antan, sur les bâtiments municipaux comme la mairie, c'est facile, mais comment ça se passait pour les particuliers? On les a aidés? Alors, la municipalité, bien sûr, a voulu que n'importe qui fasse pas n'importe quoi au cœur du village pour garder l'authenticité médiévale. On peut parler des HLM qui ont été construits, mais les particuliers, eux aussi, ont été aidés pour rénover les façades. Alors, tu me parles des HLM, excuse-moi, j'ai pas vu de HLM. Ils sont... Ah, ben tu les vois pas parce qu'ils ont été construits avec des vieux matériaux. Pierre, briques, vieilles tuiles, donc des... C'est-à-dire ça c'est un HLM? Ça, c'est un HLM. Ah oui, ah bah alors j'en ai jamais vu des comme ça. Voilà. Et oui, ça surprend ceux qui ont l'habitude des tours de 20 étages. Ici, on a vraiment quelque chose de chaleureux. En montant vers le sommet du village, on rejoint le monument qui fait la renommée de Pen, Notre-Dame de Péragude. On pourrait croire que l'édifice est là depuis des siècles, mais il n'en est rien. Car le sanctuaire, situé sur un lieu de culte très ancien, n'a été construit qu'au XXe siècle. Avec sa coupole toute blanche, on pourrait presque croire voir un phare. Tout à fait. Les gens qui se promènent dans la vallée du Lot arrivent quelquefois à peine en disant « vous avez un observatoire là-haut ». Ici, je pense qu'on était très fiers d'avoir un monument qui puisse ressembler au Sacré-Cœur de Paris. C'était quelque chose de prestigieux de construire cet édifice en style néo-romano-byzantin. Ce monument, il est grand, il paraît presque disproportionné par rapport à la taille du village. Pas disproportionné, parce que déjà au 19e, les pèlerinages avaient une ampleur considérable. C'est un des sites les plus fréquentés du Lot-et-Garonne après le château de Bonaguil. Tu n'es pas né dans le Lot-et-Garonne, mais quand je t'écoute, tu es peut-être plus lot-et-garonnaise que certains qui sont nés ici. Qu'est-ce que tu aimes ton pays quand même? Ah, mais j'aime beaucoup mon pays et je crois que j'aime le faire partager en tant que raconteuse de pays. Je peux raconter plein d'histoires sur ce qui s'est passé à Pen et dans les environs. Et je crois que je n'ai pas fini d'apprendre l'histoire de ce lieu magnifique parce que
Il s'est passé tant de choses, tant sur le plan historique que sur le plan humain, et on a vraiment beaucoup à raconter, à partager dans ce territoire. C'est un terme que j'adore, raconteuse de pays, et je voulais te remercier, Maria. Et moi, je te propose de se quitter avec un dernier envol au-dessus de ce pays merveilleux dans les lumières du soir. It's so late, a slight haze concealing you. But I'll stay, I'll wait for you. So hide.